tant que les gens comprennent pas ce qu'ils mangent, ils peuvent pas derrière faire les bons choix. Et je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait des gens qui étaient parfaitement de bonne foi, qui avaient les moyens de mieux consommer et qui pourtant se faisaient malmener par le marketing alimentaire, étaient influencés et se retrouvaient à faire de mauvais choix. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé, à votre bonne santé. Nous allons parler de prévention ce matin avec mon invité, le docteur Pascal Goncalves. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Tout le monde vous appelle le docteur Food. Exactement. Qui c'est qui vous a surnommé le docteur Food ? C'est venu petit à petit, des patients, des amis. Voilà, vous allez comprendre pourquoi dans les prochaines minutes et dans mon livre. Ah ouais, vous faites du teasing. Voilà, le docteur Teasing. Vous êtes conférencier en prévention santé et vous publiez votre premier livre, Mieux vaut prévenir, chez Thierry Soucard. Qu'est-ce qui vous a amené à la médecine préventive ? Alors, comme tout médecin, on est surtout formé, nous, à une approche curative de la médecine. C'est-à-dire attendre que vous soyez malade pour vous soigner. Donc ça a été toute ma formation pendant 10 ans. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que moi, ce qui me faisait marrer, c'était plutôt, au lieu d'attendre que les gens soient malades et de les soigner, dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour les faire rester le plus longtemps possible en bonne santé ? Et donc, comme tout bon scientifique, j'ai regardé ce que la science préconisait. Et puis, elle est relativement unanime sur ce sujet. Pour être en bonne santé, il faut avoir une alimentation saine et pratiquer une activité physique. Alors une activité physique, on voit à peu près ce que c'est. Une alimentation, quand on commence à se pencher sur l'alimentation saine, là, on peut voir que c'est plus compliqué parce que ça peut partir dans tous les sens. Et c'est pour cette raison-là en partie que j'ai voulu faire de la prévention et puis écrire ce livre. Parce que les recommandations peuvent varier d'un interlocuteur à l'autre. Et c'est vrai que c'est compliqué pour les gens aujourd'hui parce que il y a de plus en plus de nutritionnistes, il y a de plus en plus de naturopathes, beaucoup de gens ont la parole sur le volet de la nutrition et on voit bien que les recommandations ne sont pas toutes les mêmes. Exactement, et c'est même le problème, et moi c'est ce qui m'a poussé à justement expliquer à tout le monde. Moi c'est ce qui m'intéresse, c'est que je pars du principe que tant que les gens comprennent pas ce qu'ils mangent, ils peuvent pas derrière faire les bons choix. Et je me suis rendu compte, ce qui m'a rendu dingue, c'est qu'il y avait des gens qui étaient parfaitement de bonne foi, qui avaient les moyens de mieux consommer et qui pourtant se faisaient malmener par le marketing alimentaire, étaient influencés et se retrouvaient à faire de mauvais choix. Et ça, je trouvais ça inacceptable parce que c'est des gens qui avaient les capacités de comprendre, à qui on n'avait tout simplement jamais expliqué comment choisir son alimentation. Mais est-ce qu'une fois qu'on sait, on change les choses ? Parce que y a aussi, les gens en gros savent ce qu'il faut faire. Globalement. Ils savent ce qu'il faut faire. Mais sur la durée, c'est plus compliqué. Exactement. Changer des habitudes et inculquer des bonnes habitudes aux gens, c'est quand même pas la même chose. Mais en fait, j'explique souvent, je dis, comment voulez-vous changer si à la base, vous ne savez pas ? C'est-à-dire que c'est la base du changement de comportement. Si les gens ne savent pas, ils ne peuvent pas changer. Si les gens savent, est-ce qu'ils changeront ? Ça, c'est pas aussi simple que ça. Ça se saurait s'il suffisait que les gens savent ce qu'on doit manger pour modifier leur comportement. Il y a plein d'autres choses qui interagissent sur le comportement. Mais moi, je pars du principe que si à la base on ne sait pas, c'est illusoire de penser que les gens vont changer leur comportement si à la base ils comprennent pas. Et en fait, on se rend compte que maintenant, alors on voit par exemple les plans de nutrition, le PNNS, etc., où on essaie d'expliquer aux gens. Et là, il y a les derniers chiffres qui sont sortis il y a pas très longtemps sur le surpoids et l'obésité. Et c'est assez dramatique parce qu'en fait, malgré les PNNS qui se suivent les uns après les autres, le surpoids, l'obésité, les maladies chroniques, type diabète et autres, continuent à augmenter. Donc il y a bien un problème quelque part, c'est que malgré des plans où on essaie d'expliquer aux gens, ça bouge pas, ça change pas. C'est l'offre. En partie, effectivement, et je dirais surtout, c'est le marketing. C'est-à-dire qu'on malmène les gens, on les influence dans leurs choix alimentaires, et c'est un des gros problèmes. C'est-à-dire que moi, j'essaie justement, quand je sensibilise les gens au marketing, à l'influence du marketing dans leur choix alimentaire, ils disent « Ah ouais, effectivement, j'avais pas pensé à ça. » Parce que tout ce qu'on va vous mettre pour essayer de vous faire acheter un produit, j'ai envie de vous dire, tous les coups sont permis. Voilà, on y va et on va vous dire attention, ça c'est sans sucre, ça c'est sans sel, c'est excellent, ça va être bon pour la santé, etc. Je prends l'exemple du beurre, par exemple, où voilà, on a dit attention, le méchant cholestérol, si on mange du beurre, on va tous mourir, etc. Et quand dans le livre, je compare un vrai beurre, parce que je suis normand et j'y tiens, un vrai beurre à un beurre allégé ou une margarine sur lequel va être marqué en gros anti-cholestérol, quand on compare les deux listes d'ingrédients,
on voit bien qu'il y a un problème. C'est-à-dire, dans un vrai C'est-à-dire beurre, que c'est l'aliment anti-cholestérol qui est le plus dangereux. Exactement, parce que quand on va aller regarder un petit peu plus loin et voir ce qu'il y a réellement dedans, dans un vrai beurre, on va avoir de la crème, du lait point. Dans une margarine, dans un beurre allégé, on va avoir plein d'additifs, de choses pour remplacer la texture et le goût du beurre, avec des arômes, des additifs, etc. Et on en va même, c'est quand même ça que je trouve génial, à mettre un colorant pour que ça ait quand même la couleur du beurre, parce qu'il faut bien qu'on vous fasse croire que c'est du beurre. Sinon, c'est plus clair. Et bien exactement. C'est la même chose pour la crème. C'est la même chose crème pour allégée. plein de produits. Le problème aujourd'hui, c'est que on associe trop souvent les aliments ultra transformés et la malbouffe, comme on dit, au fast-food, au soda, etc. On dit voilà, ça c'est la malbouffe. Et les gens vont me dire, oui, je sais, les céréales du petit déjeuner c'est pas bon, ou le fast-food c'est pas bon, le soda, mais moi je mange pas ultra transformé. Mais quand je leur dis non, mais l'ultra transformé, il y a de la soupe ultra transformée, il y a de la moutarde ultra transformée, il y a du vinaigre balsamique ultra transformé. En fait, tous les aliments que vous pouvez avoir dans le commerce peuvent être ultra transformés. Et il est là le piège. Et on va vous piéger avec des arguments marketing et tout, en pensant que vous allez acheter quelque chose de bon pour votre santé. Et en fin de compte, non. Du vinaigre ultra transformé. Exactement. Balsamique, on va balsamique. Il faut préciser. Parce que, moi, j'ai pris un coup, là. Mais le vinaigre balsamique, typiquement, recherchez quand vous allez acheter du vinaigre balsamique la prochaine fois s'il y a du caramel dedans. Voilà, souvent on ajoute du caramel pour donner une couleur à ce vinaigre. Oui, qui est moins rouge que l'autre. Ouais. Et donc il y a et ça c'est valable pour plein de. La moutarde, vous regardez fréquemment, il y a du sucre d'ajouter dans la moutarde ou du dextrose ou des choses. Enfin voilà, allez regarder ce qu'il y a dedans. C'est édifiant quand on se penche un petit peu dessus. Et il est là le piège. C'est-à-dire que tout le monde, je vous dis, les céréales du petit déjeuner, les sodas et tout, on y pense, mais on pense pas à tous ces aliments. Il faut savoir que dans la grande distribution, dans les hypermarchés, c'est à peu près c'est un peu plus de 2/3 des produits qui sont en supermarché qui sont ultra transformés qu'on vous propose. S'ils sont dans les rayons, on sait très bien que c'est pas pour décorer, c'est qu'ils sont là, qu'ils se vendent, et si ça ne fonctionnait pas, ça sauterait. Donc c'est l'offre aussi qui est là. Vous parliez de l'offre, effectivement, c'est pas si simple de ne pas trouver d'aliment ultra transformé. Alors on va prendre par exemple un aliment qui est très présent pendant la table du mois de Ramadan, c'est le pain de mie. Oui. Le pain de mie. Alors déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec le mot pain? Je dis souvent, c'est plus de mie que de pain, non? Voilà, le pain de mie, ce n'est pas du pain. Point. Voilà. Tout simplement, les gens me disent, alors c'est pas la question du pain, on me dit, j'arrête, j'ai été il y a quelques mois pour les ambassadeurs du pain. On a été faire une conférence et on a regardé et je me suis dit, comment je vais débuter ma conférence? Et je leur ai dit, j'ai quelques patients qui me viennent, docteur, j'arrête le pain. Je dis, mais vous arrêtez le pain, mais quelle idée, pourquoi vous arrêtez le pain? Voyons docteur, le pain ça fait grossir. Je dis, ah bon? Mais vous mangez quoi exactement comme pain? Et là, on me sort un pain de mie, sans croûte, Nutri-Score A. Je dis, vous me rassurez, effectivement, si ça, vous voulez l'arrêter, il n'y a pas de souci. Le pain, c'est un excellent aliment. Encore faut-il que ce soit un pain artisanal, un vrai pain fait par un artisan boulanger. Autant un pain, ça peut être un aliment simplement transformé, autant avec de l'eau, de la farine, du sel, du levain, point. Et quand on passe du côté de pain de mie, je vous invite à lire la liste d'ingrédients des pains de mie, et là vous n'allez pas être déçus. Ça, ce n'est pas du vrai pain. Et il y a autre chose sur lequel ça joue. Quand vous avez un vrai pain, fait par un artisan boulanger, avec son savoir-faire artisanal, qui va tout, et que vous allez avoir dans ce pain-là, qui a déjà mangé du bon pain, voit de quoi je veux parler, on va se retrouver une mie avec un petit peu plus dense, il est beaucoup plus rassasiant. Quand vous allez manger une tranche de votre pain artisanal, vous mangerez peut-être 3 ou 4 tranches de pain de mie, parce qu'il est plus mou, parce que vous le mettez à peine dans la bouche, qui a déjà fondu, et il est absolument pas rassasiant, et au milieu de la matinée, vous aurez faim. Vous l'avalez, en fait, ouais. Exactement. On le mâche pas. Ouais. Exactement. C'est une des marques, un petit peu de l'ultra-transformation, c'est qu'on est très souvent sur des produits qui sont mous, ou semi-liquides, semi-mous, semi-liquides, etc., parce que très facile à avaler, à mâcher, etc. Donc le pain de mie, typiquement, ce n'est pas du pain. Mais alors, c'est quand même mieux avec de la farine complète. Non, parce que tout simplement, quand vous regardez le pain de mie, alors du vrai pain, on dit que le pain idéal, ça va être un pain complet, différentes farines, si possible enrichi en graines et au levain. D'accord? Ça, les artisans boulangers, les vrais artisans boulangers travaillent avec le levain parce qu'il faut prendre le temps. Sauf qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus prendre le temps. Et donc ça, c'est très important. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans les pains de mie qu'on va vous mettre en gros complet? Parce que comme les gens ont entendu justement, il faut manger complet. Donc le pain de mie, je vais prendre du pain de mie complet. En fait, le problème, c'est qu'on
c'est pas les fibres qui sont naturellement présentes dans la farine complète qu'on va avoir, qu'on retrouve dans ce pain de mie complet. Ce sont en fait des fibres qui vont être ajoutées secondairement. Et en fait, ça n'a plus rien à voir avec du pain complet, du vrai pain complet. D'accord ? Donc, même si sur votre pain de mie, c'est marqué farine complète, ne vous laissez pas piéger. Ce n'est pas pour autant qu'il est meilleur pour la santé. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, le pain de mie, c'est pas tous les jours, c'est pas grillé au petit déjeuner, c'est... Alors, je n'emploie jamais, que ce soit dans mon livre, que ce soit dans mes conférences, je n'emploie jamais le mot interdit. Jamais. Ça ne fonctionne pas dans l'alimentation, comme pour beaucoup de choses, le mot interdit. Quand on met le mot interdit derrière un aliment ou autre, on fait ce qu'on appelle une restriction cognitive, et puis progressivement, on va se l'interdire une journée, deux, et à un moment, grossièrement, on va décompenser. Et puis, comme on se le sera interdit pendant très longtemps, au lieu d'avoir pris une petite tranche de pain de mie une fois de temps en temps, on va bouffer le paquet en entier. Voilà. Donc, globalement, occasionnellement, ça ne pose pas de problème. Le problème, il vient quand c'est tous les matins, à tous les petits déjeuners. Là, ça devient problématique. Donc, que vous en mangiez de temps en temps, c'est pas grave. Pas parce que vous mangez du pain de mie que vous allez vous transformer. Ça veut dire que quelqu'un qui prendrait du pain de mie tous les matins au petit déjeuner, alors grillé ou comme il veut d'ailleurs, avec une petite margarine allégée qui s'étale bien, ça veut dire que ça serait, au final, ça finirait par être pas bon pour sa santé. Ouais. C'est ça que tu veux dire. Sur le long terme, ça peut être problématique. Là, on prend un pain de mie qui est un aliment ultra transformé, avec une margarine qui est aussi ultra transformée. Ça, sur le long cours, ça peut être dangereux pour la santé. On a les études. Il va rien se passer dans les 2-3 jours. Mais si vous faites ça, en gros, c'est prédigéré. On manque de ce qu'on appelle les fibres. Les fibres, c'est le Graal, c'est ce qu'il nous faut pour la santé. En gros, c'est ce qu'on retrouve dans les vrais aliments, dans les aliments bruts, dans les produits végétaux, etc. Et dans ce type de petit déjeuner-là, vous n'avez pas ça. Et en fait, c'est ça qui va poser problème sur le long terme. Et sur le long terme, je ne vous parle pas de 2-3 mois, je vous parle dans 5 à 10 ans. Et c'est ce qui va pouvoir favoriser le diabète, qui va pouvoir favoriser le surpoids, etc. etc. J'ai invité le docteur Food aujourd'hui, le docteur Pascal Goncalves, qui est médecin généraliste, qui est spécialiste en médecine de prévention et qui publie Mieux vaut prévenir aux éditions Thierry Soucard. On parle de nourriture, mais de toutes ces courses qu'on fait quotidiennement et des tables du mois de Ramadan qui sont garnies de certains produits qu'il vaut mieux limiter, dont il vaut mieux limiter la consommation. Ça peut être par exemple les boissons, les sodas, les boissons gazeuses, les jus d'orange, les jus. Les jus. Alors, les sodas, on va distinguer jus et soda. Alors, les sodas, je vais l'apprendre à personne. Je veux dire, super, vous m'avez invité pour que je dise que les sodas, c'est pas bon. Oui, tout le monde le sait. Voilà, on n'apprend rien. Voilà. Mais si on prend l'Oasis, par exemple, l'Oasis, c'est quand même 80% d'eau. Oui, buvez de l'eau. Ça coûte moins cher. Vous en avez à tous les robinets. Le soda, si vous voulez, on va se retrouver, même sur l'Oasis, sur toutes ces eaux aromatisées, etc. Le problème typiquement du soda, c'est que quand vous allez prendre de l'eau, quand vous avez plus soif, vous arrêtez de boire. Avec le soda ou avec toutes ces eaux aromatisées ou autres, vous allez continuer à boire même si vous n'avez pas soif. Et il est là le problème, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des boissons qui ne sont pas faits pour réguler la soif, qui sont là pour vous donner envie de boire et de continuer à boire. Il est là le problème. Et en plus, on sait que... Alors, je dis souvent quand... Alors comment expliquez-nous comment ces boissons continuent et nous donnent de plus en plus soif. Une fois qu'on a bu, on a bu, non? Alors le problème qu'on a avec... Quand j'ai bu, j'ai plus soif, on disait. Ouais, voilà, mais c'est comme... Alors ça rejoint... c'est pas fait... Il faut imaginer, comme tous ces aliments ultra transformés que vous avez dans le commerce, ce ne sont pas des aliments qu'on va trouver dans la nature. Ce sont des hommes en blouse blanche, dans des laboratoires, qui sont là pour les fabriquer. Et vous pensez, quand on discutait tout à l'heure de certains aliments, vous pensez qu'on va vous s'amuser à mettre dans le commerce des choses qui vont pas vous plaire, qui vont pas vous donner envie d'en manger davantage, etc. On parlait aux antennes des préparations fromagères qu'on retrouve souvent dans les briques pendant le mois du Ramadan. Ce sont le kiri, la vache kiri, enfin toutes les tostinettes. Tous ces aliments, en fait, si on peut les appeler comme ça, ont été conçus pour vous plaire. C'est justement le but. C'est-à-dire qu'on va faire différents dosages, différentes préparations pour dire c'est ça que les gens vont aimer, c'est ça que les gens vont acheter. Quitte même à utiliser la science, c'est-à-dire qu'on est là pour savoir quelle partie du cerveau ça va activer quand vous allez manger tel truc plutôt qu'un autre. Adapter parfaitement les dosages. Donc c'est un des pièges en fait de l'alimentation ultra transformée, c'est qu'on dit souvent il faut écouter sa faim. On me dit oui mais moi
moi, j'arrive pas à écouter sa faim. Je dis, bah oui, mais dites-moi, vous, qu'est-ce que vous mangez? En fait, avec certains aliments, c'est tout simplement pas possible d'écouter sa faim. On peut écouter sa faim quand on mange des aliments bruts, peu ou pas transformés, ou simplement transformés, mais avec l'ultra transformé, quand vous mettez la main dans un paquet de je ne sais quoi et que vous finissez le paquet, c'est pas parce que vous êtes faible, c'est pas parce que vous manquez de motivation ou autre, non, c'est tout simplement parce qu'il a été conçu pour ça. Quand on met la main dedans, eh ben, on est entraîné pour continuer à consommer davantage. Ce qui explique que quand on entame un paquet de chips ou de gâteaux, par exemple, on est tendance à pas s'arrêter. Notamment, et on va se dire, et puis là on va se dire, je suis faible quand même, j'ai pas pu. Mais non, t'es pas faible, c'est juste que ça a été fait pour ça. T'as des mecs derrière qui sont là, des ingénieurs, qui font tout pour que justement tu puisses continuer à manger. Donc non, c'est ça un des problèmes de l'ultra-transformation, c'est qu'on peut pas réguler sa faim quand on mange ce type de produit. Mais pourquoi? Parce que c'est justement pour toutes ces raisons-là, ça a été... On active certaines régions du cerveau, on sait que le gras, le sucre, le sel vont continuer à nous donner un petit peu plus faim, plus envie de manger. Et surtout, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des aliments, on prenait l'exemple du pain de mie tout à l'heure, ce sont des aliments qui sont très peu rassasiants. Et donc en fait, vous allez avoir faim, ils sont propices au grignotage. C'est-à-dire que même si vous allez faire un petit déjeuner conséquent le matin en disant « j'ai mangé mes 5 tranches de pain de mie, ma pâte à tartiner, mon machin, je vais être calé », et puis bah mince, paradoxalement, à 10h le matin, j'ai un petit creux, comment ça se fait? Tout simplement parce que vous avez eu un pic de sucre dans le sang, on vous a amené une grande quantité d'un coup, et puis au bout d'un moment, l'organisme il se défend, il réagit, et là, hop, c'est la chute, et puis la fringale, je suis pas bien, je suis obligé de remanger un petit peu, etc. Donc c'est tout ça qui fait qu'on mange plus, parce qu'il y a toutes ces périodes de dérégulation, et la qualité de ce qu'on mange en fait, parce que il est là le problème, c'est dans la qualité de ce qu'on va manger. Quand on mange mieux, automatiquement, on mangera moins derrière, mais c'est le mieux qui est difficile à trouver. Pourquoi c'est mieux, c'est pas meilleur? Si, c'est meilleur, mais ça demande un minimum d'effort. Il est là le problème, entre guillemets. C'est-à-dire que quand vous avez un plat pré-préparé, que vous avez juste à ouvrir et à réchauffer, versus un légume qu'il va peut-être falloir éplucher ou cuisiner un minimum, un tout petit peu, voilà, ça peut faire la différence parce que les gens, aujourd'hui, plus personne n'a le temps, etc. Mais il faut savoir que quand même, plus personne n'a le temps, il va falloir quand même qu'à un moment ou un autre, on reprenne progressivement le temps parce que nous, on a encore le choix de cuisiner avec des aliments bruts. Nos enfants, ça sera peut-être plus compliqué. Alors vous nous expliquez que prendre du poids, ce n'est pas manger trop, mais c'est d'abord manger mal. Exactement. Donc ce n'est pas qu'une question de quantité. Exactement, et ce n'est pas qu'une question de calories, parce qu'en fait, pendant très longtemps, on a pensé que toutes les calories étaient égales. Se valaient, oui. Exactement. Et dans ce cas-là, je vais vous poser une question. Comment ça se fait que le light, le léger, le 0%, n'ait pas réglé le problème du surpoids et de l'obésité si ce n'était qu'une question de calories? Pourtant, c'est pas le cas. Ça a continué à augmenter. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que toutes les calories ne se valent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la calorie d'un fruit entier n'est pas équivalent à la calorie d'un soda, par exemple. En général, on prend l'exemple du fructose. Vous allez avoir 1 gramme de fructose dans un soda. Pendant un moment, j'ai entendu dans les fruits, je mange pas trop de fruits, il y a du fructose, c'est pas bon pour le foie. Mais les fruits, ça n'a jamais été mauvais pour la santé, jamais. Pourtant, il y a du fructose dedans. Sauf que le fructose que vous avez dans un soda, qui est parfaitement libre, qui est là, qui va arriver dans votre corps, qui tout de suite va aller submerger votre foie et le sang et augmenter votre taux de glycémie, etc. Versus 1 gramme de fructose que vous avez dans un vrai fruit qui va être là entouré de fibres et de plein d'autres nutriments, ce fructose qui est là dans le fruit, il n'a strictement rien à voir avec le fructose du soda. Pourtant, ça va être les mêmes calories parce que celui du fruit, il est vraiment dans sa structure initiale, naturelle, et en fait, il va être régulé tranquillement et absorbé tranquillement dans l'organisme, et dans ce cas-là, il n'est absolument pas nocif. D'accord, ce qui veut dire qu'on peut manger des fruits à volonté? On peut y aller. Non, vraiment? Oui, on peut y aller. J'ai envie de vous dire, mais quand on me dit ça, je dis, si on pouvait en être là, juste à se dire, attention, faut pas manger trop de fruits. Alors là, on n'en est pas là. On est loin d'être. Et puis après, les gens. Il faut pas vouloir mettre des recommandations, surtout. Les gens le savent spontanément. Je vais pas m'amuser à manger un cachot de pommes tous les jours, c'est pas le problème. Et puis de toute façon, au bout d'un moment, je vais être régulé, j'aurai plus faim. Mais voilà, de manger des fruits, ça pose pas de souci. On n'en est pas là. Focalisons-nous plutôt sur l'ultra-transformation. Les fruits, j'aimerais bien que ce soit le souci et qu'on fasse une émission consacrée à faut-il manger 10 ou 5 fruits. Si on pouvait en être là, je serais très heureux.
5 fruits et légumes par jour. Exactement. Bien, comment faire la chasse aux produits ultra transformés pendant ce mois de Ramadan ? D'abord, il faut les repérer, ces produits. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un Nutri-Score, on a l'équivalent d'un Nutri-Score pour les produits ultra transformés ? Alors, puisqu'on va parler du Nutri-Score, est-ce que le Nutri-Score peut nous aider à repérer des aliments ultra transformés ? La réponse est simple, non. Mais en même temps, il n'a pas été conçu pour ça. C'est-à-dire que le Nutri-Score, en fait, l'histoire un petit peu du Nutri-Score, vous voyez tous le tableau nutritionnel qu'on a sur les paquets qu'on achète. Ces grandes lignes avec les glucides, protéines, machin. C'est illisible, il faut être ingénieur pour comprendre ce qu'il y a dedans. Ils ont dit, bon, écoutez, pour rendre ça lisible, comme on n'était pas capable de comprendre, on va dire, on va faire 5 lettres, 5 couleurs, et puis quand c'est A et que c'est vert, c'est bon, quand c'est rouge et que c'est E, c'est pas bon. Et puis on va mettre ça sur les paquets. Les industriels, initialement, ils ont dit, mince, qu'est-ce qu'on va faire alors ? Les gens vont comprendre le tableau nutritionnel. Branle-bas de combat, non, faut pas qu'il y ait le Nutri-Score. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que le Nutri-Score, ils allaient pouvoir l'utiliser pour continuer à vendre des aliments ultra transformés avec une bonne qualité nutritionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des aliments ultra transformés. La moitié, en fait, des aliments qui sont Nutri-Score A ou B sont ultra transformés. Donc c'est quand même problématique. Vous avez des gens, la moitié, c'est une étude qui avait été faite par SIGA il y a 2 ans, à peu près. Donc la moitié, c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'une fois sur 2, en pensant bien faire, parce que j'ai entendu, on m'a dit Nutri-Score A ou B. Parce qu'on roule au vert. Exactement, ouais. On a dit, on y va. Et en fait, dans votre question, là, il y a quand même ce problème est-ce qu'on a besoin d'un score pour savoir ce qu'on doit manger ? Non, mais en tout cas, on voudrait les repérer. On voudrait avoir des repères. Voilà. Et qu'est-ce que je fais du produit sur lequel j'ai pas de score, sur lequel j'ai pas de Nutri-Score ? Voilà, je suis perdu. Moi, je pense pas que les gens aient besoin d'une lettre ou d'un chiffre. Je pense qu'ils sont suffisamment intelligents. Encore faut-il qu'on leur explique. Aujourd'hui, on n'explique pas, même à l'école. On n'a pas d'éducation à l'alimentation. On ne sait pas repérer ces aliments ultra transformés. D'accord ? Et donc ça. Mais aujourd'hui, McDo fait des frites de légumes. Exactement. Mais voilà, on se trouve un petit peu. Les gens, ça, c'est des exemples de marketing, etc. Mais si on explique aux gens, j'ai la chance depuis 2 ans d'intervenir dans un lycée, d'intervenir auprès de terminales. Je me suis donné 2 objectifs. Je me dis, c'est pas possible. On est en France, un pays de la gastronomie. Tous les ans, on a des élèves qui quittent la terminale, donc qui quittent le système scolaire et qui n'ont pas été formés à une alimentation saine et durable et qui n'ont pas été sensibilisés à l'influence du marketing dans leur choix alimentaire. Je trouve que c'est pas acceptable. Parce que ces jeunes-là, c'est les jeunes qui, l'année d'après ou les années qui vont suivre, vont faire leurs propres courses pour eux, pour se nourrir quand ils vont être à l'université ou autre. Et surtout, dans quelques années, c'est les parents. Ce sont des parents qui vont nourrir à leur tour leurs enfants. Et donc, c'est à nous aussi que ces gamins-là soient sensibilisés au moins à l'influence du marketing et au moins qu'ils aient les bases d'une alimentation saine et durable. J'ai une amie là, qui, en plein mois de Ramadan, son rêve, là, son obsession de la journée, c'était un cookie au chocolat blanc de chez Subway. Mais on a tous des... Elle avait envie de ça. C'était le summum du produit incroyablement bon. Mais elle a probablement, parce que c'est ces souvenirs qu'on a, inconscients, d'aliments qu'on a mangés quand on était gamin ou autres, qui font que ça c'est ravivé à ce moment-là. Maintenant, je l'invite à essayer de faire un cookie maison avec ses enfants et je suis sûr qu'elle en prendra autant de plaisir et qu'elle pourra aussi en profiter. On prend l'exemple du cookie. Un cookie peut être un aliment non ultra transformé, un aliment simplement transformé, fait à la maison, en famille, avec les gamins. C'est pas parce que on associe, ça j'aimerais insister là-dessus, on associe trop souvent les aliments ultra transformés, l'ultra transformation au plaisir. Dire ah oui mais je me fais plaisir. Mais non, on est capable de se faire plaisir avec de vrais aliments, avec de bons aliments qui ont du goût. L'ultra transformation, le plaisir n'est pas réservé à l'ultra transformation. Oui, c'est là parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour nous rendre heureux, pour activer certaines régions du cerveau, pour être là, pour dire vas-y, continue à en manger. Mais il y a possibilité de se faire plaisir en mangeant sainement. Voilà, le docteur Pascal Goncalves est notre invité, médecin généraliste, spécialiste de prévention, alias Dr Food, qui publie son premier livre qui s'appelle Mieux vaut prévenir, aux éditions Thierry Soucard. Montrez-le peut-être à la caméra, ça fera plaisir à votre éditeur. Avec plaisir. Vous dites dans ce livre qu'il faut renouer avec les sensations de faim pour manger moins. Il faut manger quand on a faim. Et pendant le mois
de Ramadan, les gens se réapproprient leur faim, se réconcilient avec leur faim. Mais on mange pas plus quand on a faim ? Alors, ça peut être. Alors, le Ramadan, pour le coup, peut être. Quelquefois, on propose en fait à certains patients d'arrêter de manger en dehors du Ramadan ou autre, et de leur dire écoutez, on va vous faire renouer avec cette sensation de faim. C'est-à-dire que vous arrêtez de manger et vous chiffrez de 0 à 10. 0, j'ai pas faim du tout. 10, c'est la faim la plus atroce possible. Vous pouvez pas tenir, vous avez extrêmement faim, des crampes d'estomac, vous êtes pas bien, vous pouvez pas tenir. Et on vous dit, tant que vous êtes en dessous de 7, vous ne mangez pas. Vous attendez. Et peu importe. C'est-à-dire, il est 8h, 9h, 10h, 11h, midi, peu importe l'horaire. Si à midi, je suis pas à 7, j'attends. Si à 15h, je suis à 7, je mange. Et quand je mange, je ne mange pas dans n'importe quelle condition. C'est-à-dire que je m'installe, je ne suis pas devant la télé ou devant d'autres sources extérieures qui puissent biaiser mes signaux de satiété. Je me mets à manger des aliments qui soient bruts ou des aliments peu transformés. Et surtout, je m'écoute quand je mange. C'est-à-dire que je commence à manger. Et dès que je sens que cette sensation de faim rediminue, repasse en dessous de 7, j'arrête de manger. Mais il faut combien de temps pour que notre cerveau comprenne qu'il a mangé et qu'il a moins faim ? Il faut une vingtaine de minutes. Les Japonais disent, en gros, essayez de manger à 80% de votre faim. Alors nous, ça nous paraît un peu abstrait, c'est un peu compliqué. Je trouve que c'est plus simple de se dire 20 minutes. En fait, il faut une vingtaine de minutes. C'est le temps, à partir du moment où on commence à manger, à mastiquer. Les premiers signaux de satiété, c'est la mastication. Quand tout à l'heure, on parlait d'aliments ultra-transformés, je vous disais qui étaient souvent semi-liquides, qui étaient plutôt mous. La mastication, quand on commence à mastiquer, hop, ça commence tout de suite à envoyer le signal, tiens, attention, vous êtes en train de manger. Et après, il y a un autre... Ça dit, je suis en train de manger, la faim va diminuer progressivement. Et il y a un autre signal, un interrupteur, on va dire, qui se trouve dans le tube digestif, qui, lui, en moyenne, il faut une vingtaine de minutes avant qu'il soit activé et qu'il dise « Stop, je n'ai plus faim ». Ce qui veut dire que si vous mangez trop vite, vous n'allez pas ressentir ces signaux de satiété. Ça nous est tous arrivé. Une fois au restaurant, vous prenez l'entrée et puis ça traîne. Le plat traîne. Et ça arrive, il arrive peut-être 25 minutes plus tard, une demi-heure. Et vous n'avez plus faim. Exactement, classique, vous avez plus faim. Grand classique. Et donc ça, c'est effectivement un signal. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de respecter sa faim pour plusieurs raisons. Souvent, malheureusement, les gens font autre chose en même temps qu'ils mangent. Ils vont regarder la télé ou autre. Donc, il faut imaginer que votre cerveau, il attend un signal de votre intestin de lui dire « Attention, je suis en train de manger, bientôt j'ai plus faim ». Et il reçoit en même temps un signal de la télé qui lui dit « Tiens, regarde ce que je suis en train de te montrer ». Pourtant, vous mangez la même quantité. Eh bien, pas forcément. Vous allez manger plus si vous n'êtes pas à ce que vous mangez exactement. Vous mangerez plus en regardant la télé. Ça, on le sait. D'accord ? Et c'est ce qui pose problème, et que c'est quand on dit le fameux manger en pleine conscience, c'est-à-dire d'être là et en fait, il faut manger sans faire autre chose. Il faut être mangé à table avec ses enfants. Ensemble, se parler, et puis voilà. Exactement. Passe-moi le pain, passe-moi le sel, passe-moi le... voilà. Exactement. Et en fait, c'est ça. Et si on commence à être vraiment à l'écoute de sa faim quand on mange et qu'on commence à manger, en fait, j'utilise souvent la phrase, ça fait rire mes enfants, vous savez, quand on mange, point. On ne fait pas autre chose, tout simplement. Et ça, c'est très important. Quand on mange, on mange. On va le garder, celui-là. Vous remarquerez, pendant le mois du Ramadan, très vite, vous ne pouvez plus rien avaler parce que l'estomac se rétrécit. Alors, c'est vrai que l'estomac se rétrécit ou c'est une image ? C'est une image, parce qu'il ne va pas se rétrécir. Non, c'est une image. Maintenant, le problème, entre guillemets, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, que quand on fait des tests, on peut, avec le Ramadan, même si vous ressentez cette fameuse sensation de faim avant le soir, ça va poser problème quand même, parce que vous allez, j'ai faim. Et effectivement, alors, ce que vous disiez tout à l'heure, il y en a qui disent souvent, je prends l'exemple du petit déjeuner, il y en a qui disent, allez, si je saute le petit déjeuner, c'est un repas de gagné, au moins, je mangerai que sur 2 repas ou autre. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était une mauvaise idée, parce que ceux qui avaient faim, mais qui voulaient malgré tout sauter le petit déjeuner, et en fait, pendant toute la matinée, ils vont sécréter une certaine hormone qui va faire que ça montait. Et en fait, on a montré que ceux qui avaient faim, mais qui sautaient le petit déjeuner, mangeaient plus au déjeuner et au dîner. D'accord ? Donc ça ne marchait pas. Vouloir gagner un repas, ça ne fonctionne pas. Parce que, comme vous le disiez, quand on arrive à table et qu'on a extrêmement faim, si en plus on fait autre chose, si en plus on mange vite, on mange beaucoup plus qu'on ne devrait. Donc qu'est-ce qui explique qu'on puisse continuer à manger alors qu'on n'a plus faim ? Parce qu'on mange trop vite. Et alors, tout dépend. 1, parce qu'on mange trop vite. Et 2, tout dépend, on en revient toujours au même,
à ce qu'on mange. On devrait avoir un signal quand même qui devrait nous dire, bon, c'est bon. Ouais, oui, mais il est trop tard sur les... En fait, le signal, il existe ce signal, oui, mais c'est bon. Mais il a été fait, notre organisme, il a été fait pour, oui, il est bon, pour des produits bruts, des vrais produits de la nature qu'on peut trouver, pas des produits ultra transformés. Les produits ultra transformés sont là pour, je le répète, sont là pour déréguler votre faim. Donc je continue à manger même si je n'ai plus faim, jusqu'à un moment où quand même de toute façon vous allez freiner parce qu'il y a un moment où vous allez vraiment pas être bien. Mais ce moment-là est trop tard en quelque sorte. On n'a pas ne pas être bien après avoir mangé, c'est pas possible. Bon, vous proposez une version 3.0 du régime méditerranéen dans votre livre. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que comme beaucoup d'ailleurs aujourd'hui, tout le monde dit oui, l'ennemi c'est la sédentarité, donc le message commence à passer. Et les gens ne savent pas très bien ce que c'est que la sédentarité, ils savent même pas qu'eux-mêmes ils sont sédentaires. Alors je vais d'abord sur votre première question, le fameux régime méditerranéen 2.0. En fait, pourquoi j'ai voulu mettre 2.0 ? Simplement parce que les gens, moi j'ai regardé, comme je vous disais au tout début, qu'est-ce que dit la science ? C'est quoi le modèle alimentaire qui peut nous permettre de rester en bonne santé le plus longtemps possible ? Eh bien, le modèle alimentaire qui a le plus de données scientifiques, c'est celui qu'on appelle le régime méditerranéen. Le terme régime ici n'est pas pris au sens restrictif des régimes amaigrissants qu'on puisse avoir, mais comme modèle alimentaire, comme régime alimentaire. Donc, l'alimentation type méditerranéenne est le modèle alimentaire qui a le plus de données scientifiques. C'est celui qui permet de diminuer son risque de maladies cardiovasculaires, notamment infarctus, AVC, qui diminue le risque de cancer, de certaines démences, le risque de surpoids, etc., etc. Le problème, c'est que ce régime méditerranéen date d'une autre époque à laquelle il n'y avait pas autant d'aliments ultra transformés. Et qu'aujourd'hui, il y a des pièges. Quand vous voyez sur certains surgelés, poêlée méditerranéenne, là ça sent bon, c'est super, on a envie. Ça sent les légumes. Ça sent les légumes, vous avez presque envie de manger le paquet. Et quand vous retournez et que vous regardez réellement ce qu'il y a dedans, vous vous rendez compte que non, ça n'a rien de méditerranéen et ça peut être un aliment ultra transformé. Et quand je parle de régime méditerranéen, on me dit « Ah oui, moi je mange à l'huile d'olive ». Non mais les gars, vous pouvez boire l'huile d'olive à la bouteille, ça vous fera pas manger méditerranéen. Si vous mettez de l'huile d'olive sur un aliment ultra transformé, ça marche pas. Et d'autres qui me disent « Moi j'aime pas l'huile d'olive », c'est pas grave, on peut manger méditerranéen sans forcément mettre de l'huile d'olive partout, parce que le modèle méditerranéen va plus loin. Un modèle méditerranéen... C'est un peu une caricature, ça. Oui, ouais, mais c'est... Enfin, alors, je vous invite à le faire sur le régime méditerranéen. À chaque fois que je parle régime méditerranéen, on me répond huile d'olive, tout le temps. Et les gens pensent que l'huile d'olive, on peut en prendre à volonté. Ouais, exactement. Et donc, en fait, ce modèle méditerranéen qui a été étudié dans la science, c'est vraiment le modèle méditerranéen traditionnel. Et celui-ci, le traditionnel, c'est manger plus de céréales, de fruits, de légumes, de légumineuses, de fruits à coque, un peu moins de produits animaux, de favoriser la volaille. La principale source de graisse doit être l'huile d'olive. C'est un modèle général. Et en fait, le régime méditerranéen modernisé, certains chercheurs là ont mis en avant depuis quelques années, proposent un régime qu'on appelle le régime 3V. Pourquoi 3V ? 3V pour vrai, végétal et varié. Vrai qui veut dire mangeons des aliments bruts, pas d'aliments ultra transformés, à limiter autant que possible. Végétal parce qu'il faut manger plus de produits végétaux et moins de produits animaux. Et varié parce qu'il faut varier son alimentation, parce que aucun aliment dans la nature n'est équilibré nutritionnellement. C'est pour ça qu'il faut varier et qu'il faut manger diversifié. Quand on vous dit manger varié, c'est pas juste pour le plaisir, c'est pour avoir l'ensemble des nutriments. Donc ça, c'est le nouveau régime méditerranéen modernisé, c'est le régime 3V. Voilà. À noter que le régime méditerranéen vous permet d'être en bonne santé, pas d'être mince. Exactement. Non, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est... Moi, je pose la question au cabinet. Je leur dis, vous voulez quoi, en fait ? Je veux perdre du poids. Alors, je dis, attendez, on va se remettre un petit peu. C'est quoi votre objectif ? C'est perdre du poids là pour 2 mois, pour faire le beau sur la plage dans 6 mois ? Ou vous voulez rentrer dans une démarche de prévention et d'éviter de faire un infarctus parce que, voilà, vous sentez, là, j'ai 40, typiquement, voilà, j'ai le quarantenaire qui est là, qui fait... Et en fait, tout dépend de la motivation. C'est-à-dire que moi, je veux pas que la motivation principale soit le poids. Mais en fait, vous verrez que vous aurez la surprise derrière de perdre quand même du poids parce qu'en fait, quand on mange mieux, on s'amincit, en fait, on contrôle mieux son poids. Et quand les gens viennent me voir me dire, là c'est bon, c'est parti, je fais attention. J'adore cette expression, je fais attention. Bon, ça c'est quand ils ont vu les analyses.
Ouais, non, mais je fais attention. Je fais attention à quoi? Je dis souvent, je fais attention à quoi? Attention, une escalope, attention, un camembert. Non, on fait pas attention. Puis vous allez faire attention combien de temps? Vous allez faire attention quelques temps. Et puis après, vous allez remanger ce que vous mangez avant. Et donc, vous reprendrez du poids. Donc, il faut pas rentrer là. Il faut plutôt aller vers une démarche progressive de modifier son alimentation pour préserver sa santé. Et à la fin, vous aurez la bonne surprise d'avoir perdu du poids et surtout de perdre du tour de taille. Parce que c'est ça qui nous importe et c'est ça qui est néfaste pour la santé. La graisse abdominale, l'ennemi number one. Exactement. My friend. La sédentarité, donc, Oui. c'est vrai qu'on en parle beaucoup, on en parle de plus en plus. À partir de quel moment on est sédentaire? Alors, C'est mesuré, ça Alors, on est sédentaire. On estime qu'en fait, à partir du moment où vous passez plus de 2 heures assis sur votre chaise en continu, voilà, vous commencez à avoir exactement. Voilà, on va arriver. Je viens de me lever là. Je ne suis plus sédentaire. Je n'osais pas le faire parce que j'ai été invité et je vais me mettre debout également et on continuera debout. Parce que c'est exactement ce que vous faites là. C'est ça, la lutte contre la sédentarité. C'est-à-dire que moi maintenant, quand on m'appelle et qu'on me dit est-ce que on pourrait discuter, se rencontrer, pas de problème. Je donne rendez-vous à la prairie et on va marcher ensemble et on discute. On fait des réunions debout, etc. Tous les moments, ouvrir son courrier debout, téléphoner debout, etc. En fait, très rapidement, on se rend compte qu'on reste assis très longtemps dans la journée. On en est quand même arrivé à mettre un rappel sur le téléphone ou la montre pour dire attention, ça fait 2 heures que tu es assis, il faut que tu commences à faire 2-3 gestes devant toi parce que sinon ça va pas aller. Alors, ça c'est la sédentarité. Il y en a qui la sédentarité, c'est tout simple, c'est le fait d'être assis. Donc tout ce que vous allez pouvoir faire qui va vous éviter d'être assis, c'est très bien, ça permet de lutter contre la sédentarité, d'être debout, de commencer à marcher, etc. On lutte contre la sédentarité. Et il y en a certains qui me disent « Ouais, mais moi, j'aime pas le sport. » Je dis « Mais on s'en fout. » Je dis « C'est pas grave, faites pas de sport. » Je dis « Ah bon, mais je croyais qu'il fallait absolument faire du sport. » Je dis « Non. » Je dis « L'activité physique, je lui dis oui. Je dis, le sport, c'est de l'activité physique. Mais faire de l'activité physique, c'est pas obligatoirement faire du sport. J'ai certains patients, je dis, mais j'aime pas le sport. Je dis, mais vous étiez pas en train de rénover l'appartement de votre garçon là? Je dis, bah si, vous jardinez pas. Si. Je dis, continuez. Continuez. C'est ça, ne pas être sédentaire. La suite est dans votre livre. Le docteur Pascal Goncalves était notre invité. Docteur Food, mieux vaut prévenir. C'est chez Thierry Soucard. C'est le titre de votre livre. Vous réécouterez l'émission très bien en podcast sur beurrefm.net. Maintenant, on réécoute. On peut d'ailleurs sur toutes les plateformes. Vous pouvez réécouter l'émission et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Doc. Merci beaucoup pour votre accueil. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.